Bonjour. Dans le cadre de formation des formateurs dans le domaine de l'éducation digitale, organisée par l'Académie d'éducation digitale AUD, je vous présente un sujet sur le thème « Les théories de management ». Cette formation est organisée par Madame Myriam Janati Idrissi, M. Abdelkarim Lebtera et M. Karim Louadgheri. Il sera présenté par moi-même, M. Shellak Hassan. D'abord, on va traiter dans cet épisode deux axes. Premièrement, on va traiter les théories d'organisation, c'est-à-dire les théories classiques de management. Aussi, en deuxième lieu, on va entamer les apports ou bien l'école de relations humaines. Donc, le but de cet projet ou bien sujet, c'est de savoir les principales écoles du management, aussi les apports de chaque école. Premièrement, on va commencer par les théories classiques de l'organisation, ou bien les théories classiques du management, appelées aussi l'école scientifique. Donc cette école considère que l'entreprise est un lieu de production. Ainsi, le travail s'organise rationnellement et les acteurs de l'entreprise sont des exécutants. Cette école a pour objectif principal, c'est la recherche de la rationalité. Donc, dans cette école, on va présenter trois auteurs principaux, qui sont Tyler, qui a un apport de la recherche de la rationalité productive. Fayol a pour objectif de recherche la rationalité administrative, alors que Max Weber a introduit une autre notion, c'est-à-dire la rationalité structurelle, en se basant sur un terme de la bureaucratie. Donc, premièrement, on va savoir les idées principaux de Frederick Wilson Tyler, qui a une approche tellement productive, en insistant sur la production dans un atelier. Donc, pour les idées de Tyler relatives à cette analyse systématique peuvent être résumées en 4 points. Premièrement, la division horizontale de travail, c'est-à-dire l'analyse du travail et sa décomposition en tâches élémentaires, c'est-à-dire chaque salarié a une tâche précise. Ensuite, on a la division verticale de travail. Dans ce cas, on parle de la séparation de travail, de la conception et de la réalisation, c'est-à-dire on a fait la séparation entre la conception et le travail de réalisation, bien d'exécution. Autre idée principale de Tyler, c'est l'institution d'une rémunération au rendement, c'est-à-dire la rémunération des salariés sera basée sur leur rendement. Et aussi, pour avoir une rationalité productive, il faut mettre en place un système de contrôle très strict. Deuxièmement, concernant Henry Fayol, a une approche tellement administrative. Donc, pour Tyler, toutes les activités dans l'entreprise sera réparties en 6 catégories. Donc, pour Tyler, il faut avoir 6 fonctions dans une entreprise. Premièrement, c'est la fonction technique. Cette fonction assure la production, la fabrication et la transformation de matières
première. Aussi, il faut avoir autre fonction, c'est la fonction commerciale qui assure les achats, les ventes, les échanges, la recherche des fournisseurs, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'approvisionnement. Aussi, la fonction financière a pour objectif, c'est de rechercher et gérer les capitaux, c'est-à-dire de, 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 de chercher les sources de financement de l'entreprise. C'est-à-dire soit un financement externe à moindre coût. Aussi, il y a autre fonction, c'est la fonction de sécurité, a pour objectif de protéger les biens et les personnes contre les risques. Ainsi, la fonction de comptabilité a pour objectif, c'est d'enregistrement quotidien des opérations comptables, de faire l'inventaire fin d'année et de présenter les états de synthèse comme les bilans et le CPC. Alors la dernière fonction, c'est la fonction administrative. Donc pour Fayol, cette fonction, c'est la fonction principale dans la gestion et le management de l'entreprise. Donc cette fonction a pour rôle, c'est de planifier, aussi d'organiser, de commander, de coordonner et de contrôler. Donc, ça, c'est la principale fonction pour Henry Fayol. Donc, l'apport de Fayol repose essentiellement dans l'organisation administrative de l'entreprise. Il n'est pas sur l'atelier, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas à la production, mais à la gestion administrative qui doit être efficace. Concernant le dernier auteur, c'est Max Weber, a créé une notion de la bureaucratie du travail. Donc, pour Max Weber, a fondé un modèle de l'organisation fondé sur la bureaucratie, c'est-à-dire la hiérarchie. Dans ce sens, Max Weber a distingué entre trois éléments de la rationalisation. On parle de l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire résulte du statut social dont a hérité le leader. Elle parle aussi de l'autorité rationnelle ou légale. Elle repose sur des dispositions légales, c'est-à-dire sur des normes bien précises, établies à l'avance, et aussi l'autorité charismatique qui est fondée sur les qualités personnelles de leader. Donc la rationalité de l'organisation est matérialisée par la mise en place d'une division de travail, une hiérarchie clairement définie et des règles et normes précises, et un mode de relation impersonnel. Donc cependant, la théorie des relations humaines vise à combler les limites de la théorie classique et plus particulièrement la prise en compte d'un facteur humain qui était ignoré auparavant. Donc, parmi les limites de la théorie classique, on trouve que les conditions de travail qui sont difficiles, la personnalisation et la répartition des tâches engendrent la monotonie et la démotivation, et aussi la psychologie de l'homme au travail n'est pas prise en compte. Donc, on conclut que l'école classique a considéré l'homme comme une machine et a ignoré la dimension humaine. Donc, pour cela, on va entamer le deuxième point concernant la vision de l'école de relations humaines concernant
à la gestion, ou bien à la théorie de management dans un deuxième point. Donc, dans ce point, on va présenter trois éléments, ou bien trois auteurs. L'apport de Elton Mayo, de Douglas Greger, c'est-à-dire théorie X et Y, et Abraham Maslow concernant la hiérarchisation des besoins. Alors, pour Elton Mayo, tout a commencé avec les expériences d'Elton Mayo à Western Electric, qui s'intéresse plus particulièrement aux conditions de travail. Après avoir amélioré l'éclairage dans un atelier, elle s'est aperçue que la production des ouvriers augmentait. Mais plus original, le retour aux conditions d'éclairage initiales n'a pas entraîné une baisse de la productivité. Elle en a déduit que c'était en effet l'intérêt porté aux salariés qui avait été source de motivation. Donc pour Mayo, deux principes fondamentaux à prendre en compte dans toute théorie de management. Premièrement, c'est l'importance de l'intérêt que l'on porte aux salariés, et deuxièmement, l'importance des relations interpersonnelles au sein d'un groupe. Alors, par contre, Douglas met la théorie X et la théorie Y. Alors, la théorie X. Les individus n'aiment pas travailler, évitent les responsabilités, cherchent la sécurité avant tout. Ils doivent être contrôlés, dirigés, menacés de sanctions pour fournir les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs. Donc, dans ce cas, on parle de management autoritaire. Alors que la théorie Y considère que les individus cherchent les responsabilités, s'engagent au travail, prennent l'initiative, ont l'esprit de créativité. Dans ce cas, on parle de management participatif. Donc ça sont les idées de Douglas Greger. Et finalement, on va entamer la dernier auteur, c'est Abraham Maslow, c'est un psychologue qui a classé les besoins humains en cinq catégories, sous forme de pyramide. Donc, il a hiérarchisé les besoins selon une pyramide, on appelait la pyramide de Maslow. Premièrement, c'est les besoins psychologiques. Ce sont des besoins qui assurent la survie de l'homme, comme boire, dormir, etc. Le deuxième palier, c'est les besoins de sécurité, c'est-à-dire les individus doivent être sécurisés contre les risques. Et troisième palier, c'est le besoin d'appartenance, c'est-à-dire d'être aimé, écouté, compris, estimé des autres, faire partie d'un groupe, etc. 4. C'est le besoin d'estime, c'est le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, c'est-à-dire l'individu cherche une fonction dans la société, c'est-à-dire doit être utile dans la société. Et le sommet de la pyramide, c'est la dernière, on parle des besoins d'accomplissement de soi, c'est-à-dire ce sont des besoins où on développe des connaissances, des valeurs, et où l'individu va inventer quelque chose, comme d'écrire un livre, de réaliser, de gagner une médaille d'or, d'inventer une machine, etc. Donc on parle de la réalisation de soi. Donc pour Maslow, quand un besoin
n'est pas satisfait, il constitue une source de motivation. C'est-à-dire, la motivation, le besoin va être source de motivation pour l'individu. Donc, à partir du moment où il est satisfait, c'est le besoin de niveau supérieur qui apparaîtra comme une nouvelle source de motivation. Et ainsi de suite jusqu'à le sommet de la pyramide. Donc, on conclut que, à la suite de ces différents développements, on remarque la diversité méthodologique des différentes approches et le caractère hétérogène des conclusions établies. Et finalement, je veux remercier l'Académie d'éducation digitale